Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième édition de GEA Politique. Nous recevons donc deux candidats pour les élections du canton Ouest, les élections cantonales. Donc à ma droite, José Lahaye pour le Parti communiste. José Lahaye, vous êtes par ailleurs maire adjoint au sport. Et aux pratiques sportives. Voilà, pratiques sportives. Et puis Ludovic Bourrelier, vous êtes candidat pour l'UMP. Dans le cadre d'une association qui a été créée qui s'appelle Heure Avenir, hein, oui, si c'est bien ça. Voilà, dites, arrêtez tout de suite si je me trompe. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer par évoquer déjà le canton Ouest, faire un état des lieux, un diagnostic très rapide. Vous allez peut-être même pouvoir nous dire ce que vous pensez du bilan du candidat sortant, socialiste, Gérard Séligny. Je me tourne tout de suite vers vous, si vous le permettez, Ludovic Bourrelier, vers vous, José Lahaye. Donc, un état des lieux sur le canton Ouest, le bilan. Je suis candidat du Parti communiste, mais soutenu par le Front de gauche. Et soutenu par le Front de gauche. C'est une structure un petit peu comme le MPA, qui regroupe différentes composantes. Alors bon, tout de suite sur le canton, il y a eu le Conseil général est tenu depuis quelques années par la gauche. Il y a eu un énorme travail de rattrapage et de mise aux normes des collèges, des routes et autres. Donc je considère que le bilan de la majorité sortante départementale et je ne vais pas dire comme Georges Marchais, largement positive, mais enfin, il y a quand même pas mal de choses. Il y a encore des choses à faire, sans quoi je ne me présenterai pas contre Gérard. Hein. Je pense que Gérard travaille, faut pas non plus le nier, et quelqu'un de brillant, mais bon, moi je trouve que il y a un manque à gauche d'une position un peu plus ferme vis-à-vis de l'État UMP. D'accord. Quand vous dites qu'il reste encore beaucoup de choses à faire sur le canton Ouest, vous pensez à un dossier en particulier? Bah oui, premièrement, moi je considère que la déviation ouest, elle avance pas BZF, que le maillage des voies cyclables est douce, promis depuis X années, et les murs anti-bruit qui faisaient partie de certains desiderata, quand je me désiste les deux fois face à Gérard, n'ont pas été réalisés. Je considère que ça doit être... Alors il n'y a pas que ça, hein, mais bon, je pense que non, sans quoi ça pousse bien, quoi. Et on attend avec impatience la déviation ouest, quoi. Parce que habitant le quartier de Navarre... Alors on va en parler de la déviation sud-ouest. Ludovic Bourrelier, je me tourne vers vous. Donc un état des lieux très succinct sur le canton Ouest. Vous êtes satisfait, mais j'imagine que non, en tout cas du bilan du candidat sortant Gérard Séligny. Je partage pas l'analyse de José Lahaye, mais ça c'est évident. Gérard Séligny est conseiller général maintenant depuis 12 ans et je partage absolument pas le bilan qui vient d'être évoqué par José Lahaye. Non, puisqu'une fois qu'on retire les politiques de droit commun, José Lahaye l'a expliqué, les collèges, etc., mais ça fait partie des politiques de droit commun. Ce sur quoi je m'appuie, c'est sur la réalité. La réalité, c'est un canton d'Évreux-Ouest qui pousse énormément d'un point de vue démographique et des infrastructures qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et on voit aujourd'hui régulièrement les embouteillages sur l'accès d'Évreux-Navarre par Saint-Sébastien-sur-Iton. Ça fait 12 ans que le Conseil général aurait dû anticiper cette poussée démographique. Elle était parfaitement anticipable. Il y a les plans locaux d'urbanisme qui sont votés régulièrement par les communes. L'agglomération porte les zones de logement, etc. Donc tout ça, c'était parfaitement prévisible. Et on se retrouve avec aucune infrastructure routière sécurisée et qui permette une meilleure fluidité d'accès sur la commune d'Évreux. Voilà. Donc rien que ça, déjà, pour ce qui me concerne, je suis affligé par le bilan du conseiller général sortant. Vous allez même plus loin parce que j'ai cru lire dans la presse écrite que vous regrettiez l'absence des permanences de Gérard Séligny sur son canton. Vous pensez que ce candidat n'est pas suffisamment présent, n'est pas suffisamment proche des habitants du canton et donc des gens qui l'ont élu à ce poste? La réponse est oui. La réponse est oui. Je voulais d'abord mettre l'accent sur une vérité concrète au quotidien que vivent des milliers d'habitants qui viennent depuis Conges, hein, ça va bien au-delà de notre canton, hein, qui viennent travailler sur l'agglomération d'Évreux. Donc ça, c'est une réalité au quotidien. Et puis effectivement, vous avez raison, je ne partage pas la pratique politique du conseiller général sortant Gérard Séligny parce que je considère que l'élu doit être à la disposition. Alors peut-être que lui, ça ne lui convient pas et que c'est un travail qui ne lui correspond pas, mais un élu de la République, quel qu'il soit, doit être à la disposition, surtout quand c'est un élu local, doit être à la disposition de ses électeurs dans le cadre de permanence. C'est pas à l'électeur de prendre un rendez-vous
pour pouvoir avoir accès à son élu local. Donc, il peut le faire, mais ça ne doit pas être la seule possibilité pour lui d'avoir accès à son élu local. Très bien. Alors quand vous dites que j'ai raison, je voudrais juste vous dire que je ne faisais que vous citer dans la presse. Hein. Ce sont vos propos. José pour rebondir un peu sur ce que dit mon concurrent, moi depuis toujours je réclame un conseil cantonal. Ça veut dire que être aidé par les maires, les associations, les habitants du canton pour un petit peu aider le conseiller général à fixer ses choix, un petit peu comme la démocratie participative que nous faisons à Évreux, mais au niveau du canton. Et il est vrai qu'aussi que c'est ce qui manque un petit peu sur ce canton. Et je rappelle quand même que tous les 80% du conseil général, c'est des trucs réguliers, on appelle ça les conseils, les collèges, les routes et autres, et de plus en plus, il reste plus que 20% au conseil général pour faire développer autre chose, et ça devient de plus en plus dur vu la RTPG, la réduction des politiques publiques, et là on est dans le clou là, hein. Je rappelle quand même qu'il y a 150 millions qui sont dus au conseil général par l'État. C'est quand même, avec 150 millions, on ferait rien que cette année 16 millions. 16 millions, c'est quand même une somme importante qui permettrait de débloquer pas mal. Alors sur la déviation, oui, effectivement, si vous voulez qu'on en parle, effectivement, moi qui suis enserré entre la rue de Breteuil, la route de Conches et la 13, enfin le bout de la 13, là, effectivement, je suis arrivé il y a X années, je mettais 1 heure d'embouteillage, maintenant il y a 4h30 d'embouteillage, malgré tous les efforts que nous faisons, les habitants, la municipalité. Il est vrai qu'un bon coup de booster du Conseil général de la région et de l'État nous aurait peut-être permis, bon c'est vrai qu'il y a eu 7 ans d'immobilisme sous Debré-Nicolas, mais nous aurait quand même permis de pouvoir vivre en dehors du bruit et surtout de la pollution, quoi. Alors effectivement, la déviation sud-ouest, on va l'aborder, hein. Il y a 3 dossiers importants, en tout cas 3 sujets importants que j'aimerais aborder avec vous et recueillir en tout cas votre point de vue. Mais vous avez peut-être une réponse à apporter à ce que vient de dire José Lahaye. Je cours, vous avez remarqué. Toujours cours dans les interventions. Oui, non, je ne partage pas du tout l'analyse de José Lahaye. Alors sur le coup des politiques d'État qui ne subventionnent pas suffisamment, qui ne payent pas ce qu'ils doivent payer. Qui n'apportent pas de dotation supplémentaire au Conseil général, je trouve ça curieux parce que il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, on s'est aperçu malgré tout que le Conseil général lui-même se défaussait sur l'aide à domicile sur les communes en leur demandant de créer des CCAS pour se décharger de ces dépenses de fonctionnement qui sont si importantes pour les personnes dépendantes et les aidants. Donc je trouve que c'est quand même un peu curieux, c'est-à-dire faites ce que je fais mais pas ce que je dis, quoi. Bon, ça là-dessus je ne partage pas, et la déviation de sud-ouest, on va l'évoquer dans un instant. Alors tout de suite, merci pour la transition. Comme vous le savez, le Conseil général est partie prenante sur 3 dossiers, en tout cas 3 dossiers importants sur ce canton, qui est un canton à mi-chemin entre la ruralité et l'urbain. 3 dossiers importants, celui de la SMAC, celui des usines d'Avare, et puis le plan de déplacement urbain qu'on a commencé à évoquer, avec en particulier la déviation sud-ouest. Tout de suite, José Lahaye, parce que c'est vous qui avez commencé à aborder ce sujet. Sur la déviation sud-ouest, donc ce projet est inscrit dans le contrat de projet État-région. Les financements sont validés, donc avec un financement important du Conseil général. Ma première question, tout de suite, c'est est-ce que le tracé, tel qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'il vous semble compatible avec la protection de l'environnement, et en particulier le captage d'eau ? Est-ce que vous ne pensez pas que les travaux qui vont être engrangés finalement par cette déviation est susceptible de nuire finalement aux nappes phréatiques, par exemple? Enfin, quel est votre sentiment général sur la déviation sud-ouest? Et puis ensuite sur ces questions assez particulières. Un ardent défenseur, moi je suis pas écologiste comme celui qui m'a précédé, je suis l'environnement, c'est mon dada. Je fais partie du Saviton et l'équilibre de Liton. Saviton qui est une structure intercommunale qui gère un tiers du parcours de Liton, comme l'équilibre de Liton qui est une association. Là, nous nous battons pour que les ressources en eau se battent. Moi, j'ai toujours été partisan de la déviation
sud-ouest, quoi, qui permettra de désengorger, surtout désengorger pas seulement le quartier, mais la ville, mais avec quand même ce bémol que ça fait quand même, l'ancien maire Roland Plaisance disait, 50 et quelques années qu'on attend cette chose-là, et depuis 25 ans on fait du surplace. C'était bien parti en 2001, les financements ont été faits, il y a eu encore un autre choix, il y a eu les complications de la loi sur l'eau, et là, effectivement... Aujourd'hui c'est sur les rails. Sur la route en tout cas. Et moi je suis pour une déviation qui respecte toutes les contraintes environnementales, ça veut dire avec tout ce que ça comprend comme bassin, réversion, comment réservoir et autres, et ça doit être fait. Les plans que nous avons vus, que la préfète nous a fait voir, enfin, consulter, tout doit être bien fait, donc je fais quand même confiance. On a été capable de faire un pont magnifique à Millau, pourquoi pas faire une petite déviation à Évreux. Il faut quand même faire confiance quand même à nos ingénieurs et faire confiance quand même alors simplement que faut qu'elle soit le plus rapidement réalisée, parce que bon, c'est vraiment infernal, quoi. Et moi j'étais un partisan invétéré, malgré que je fais partie des Amis de la Forêt, le tracé est depuis 25 ans celui-là. Alors il faudrait changer de tracé, ça serait une catastrophe, parce que ça reculerait d'autant les acquisitions foncières et autres de plusieurs dizaines d'années. Donc maintenant, excusez-moi, le vin est tiré, il faut qu'on y aille, quoi. Il faut le boire. Oui, il faut le boire, mais le plus clair possible, de la bonne eau, quoi. D'accord. Vous pensez qu'il faut le boire, vous, Ludovic Bourrelier, ce vin? Il y a moi un point que je partage quand même avec José Lahaye, c'est que la déviation, elle doit être livrée. Quand je dis elle doit être livrée, c'est-à-dire qu'elle soit accessible aux usagers le plus rapidement possible. Ça, on est d'accord. Là où je ne partage pas encore l'analyse de José Lahaye, mais ça, c'est naturel, c'est sur le fait qu'il y ait une forme d'immobilisme, etc. La réponse est non, bien évidemment, puisque sur le dernier contrat de plan que nous avons géré avec Jean-Louis Debré et Jean-Pierre Nicolas, il y a deux tranches qui ont été importantes, qui ont été livrées auprès des usagers. C'est la première à l'est d'Évreux, c'est le raccordement de la RN 154 à la RN 13. Ça a été financé et ça a été réalisé. Et à l'ouest d'Évreux, ça a été la réalisation de la déviation de Parville et la livraison du rond-point de l'échangeur de Cambol pour pouvoir accéder au nouvel hôpital. Donc dire que ce qui a permis de désengorger le centre-ville d'Évreux et les artères principales de la ville. Le plus important, d'abord, ça faisait partie du projet qui avait été retenu par l'État et les collectivités, je dirais pas dès l'origine, mais depuis maintenant, depuis que les financements dans les années 90 avaient été, je dirais, arrêtés. Donc ça n'a pas évolué, simplement le dossier suit son cours. Et je dis, sur les 6 dernières années, ces 2 tranches importantes de raccordement ont été réalisées. Donc dire que le dossier fait du surplace, c'est un mensonge. C'est un mensonge, puisque ces 2 tranches ont été réalisées. Et effectivement, là où il y a un calendrier qui est plus compliqué, c'est parce que entre-temps, dans les années 2000, la loi sur l'eau a été votée. Elle est extrêmement contraignante, mais elle n'est pas contraignante dans le sens où c'est une gêne. Elle est contraignante dans le sens où elle permet de préserver les ressources en eau, et c'est naturel, et on est dans un état de droit. S'il y arrivera des associations contestent les arrêtés qui sont pris par l'État par rapport au tracé, par rapport à la protection de captage, etc. La justice et les délais de recours sont utilisés, sont purgés, et à partir de là, le dossier peut suivre son cours. Voilà. C'est vrai que de ce côté-là, les délais sont longs, mais sur une déviation, dès lors que toutes les autorités sont d'accord, et moi je suis le premier à saluer que la région, le Conseil général, l'État et l'AGLO, car l'AGLO finance aussi, puisque Jean-Louis Debré était le premier à demander à ce que les financements de l'AGLO soient aussi autour de la table. Donc moi je me réjouis que là-dessus il y ait un consensus pour que la déviation soit livrée le plus rapidement possible. D'accord, très bien. Alors je voulais dire, mensonge, moi je dis chacun sa vérité. Un mensonge, c'est quand même gros. Une vérité, chacun possède sa vérité. Alors sur le financement, moi je suis tout à fait en désaccord avec mon concurrent, because que au départ c'était l'État qui devait payer à 100%. Une chose, c'est une voie nationale, c'est pas une voie locale. Et là, les contribuables payent 2 fois, 3 fois, même 4 fois l'impôt. Une fois avec l'État, une fois avec la région, une fois avec le Conseil général, une fois, même 5, et une fois avec la mairie. Résultat fait, ça va coûter 22 millions
aux contribuables hébroïciens et autour. Enfin, ils payent le même impôt qui est ventilé. Mais ils payent deux fois. Ils payent une fois, ça veut dire que ces 22 millions qu'on ne devait pas donner sur l'agglo et sur la mairie et sur le conseil général, on le paye plein pot. Ça veut dire que les participations, par cet immobilisme, etc., ont été poussées. Au début, c'était 12, après c'est 16, maintenant c'est 22. C'est pas possible, quoi. Les finances locales ont du mal à y arriver. Et ça, c'est le pourquoi il aurait fallu pousser plus. Mais bon, c'est vrai que les deux bouts ont été faits, mais c'était ce qui était moins cher. Alors, vous pensez qu'il y a un désengagement de l'État sur cette opération? En plus, je m'excuse. En plus, ça n'a pas désengorgé la circulation de la traversée d'Évreux, pas du tout. D'accord. D'accord. D'abord, merci José Lahaye de reconnaître qu'il y a quand même ces deux tranches importantes qui ont été financées et qui ont été réalisées. Mais là où on revient sur ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'effectivement, il reste maintenant le tronçon principal, donc qui doit relier l'est d'Évreux, c'est-à-dire de l'usine d'incinération de Guichainville jusqu'à l'hôpital sur la partie ouest. Il reste ce tronçon principal, mais qui traverse la forêt d'Évreux. Et c'est ce tronçon qui, via la loi sur l'eau, crée le plus de clivage possible sur les recours et sur la contestation qui est faite de ce tracé. C'est pour ça que c'est le dernier tronçon qui est le plus long dans sa réalisation, mais il était évident, c'est une question de bon sens, que pour faire ce tronçon, il fallait que les deux échangeurs, et à l'est et à l'ouest, soient complets. Sinon, c'est pas la peine de faire un tronçon dans la forêt, s'il donne sur rien. C'est une question de bon sens. Enfin, là où je comprends j'entends ce que dit José Lahaye sur les financements. Enfin, depuis qu'il y a des contrats de plan partout, dans toute la France, et je vois pas pourquoi Évreux ça serait contrat de projet différent. Les collectivités locales, les régions, les départements qui signent des contrats de plan avec l'État cofinancent les infrastructures routières. C'est pas nouveau et c'est une réalité. C'est ce que je combats. Le deuxième dossier, si vous le voulez bien, donc on a bien compris un petit peu vos points de vue sur la déviation sud-ouest. Le projet de la SMAC, Ludovic Bourrelier, c'est un projet que vous connaissez bien, puisque je crois qu'il a été initié, et vous m'arrêtez si je me trompe, en particulier José Lahaye, mais je crois qu'il a été initié par Jean-Louis Debré à l'époque où il était maire d'Évreux et président de l'agglomération d'Évreux. Donc je le rappelle pour nos internautes, vous avez été également chef de cabinet de Jean-Louis Debré, donc vous connaissez bien ce dossier. C'est un dossier pour lequel le Conseil général interviendra financièrement. Moi, j'aimerais connaître votre sentiment déjà sur la manière dont ce projet est mené, et ensuite une question vraiment très précise sur la question de la scène extérieure. On sait que les riverains sont inquiets, et puis ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que vous pensez qu'elle est opportune dans le sens où finalement l'utilisation de cette scène ne se fera pas sur l'année, mais de manière très ponctuelle? Est-ce qu'on va pas rencontrer un certain nombre de difficultés, telles que les difficultés aujourd'hui que rencontre l'équipe de Val-de-Reuil sur leur stade en matière de coûts de fonctionnement? Je m'inscris totalement dans ce que vous venez de dire. C'est une question que je pose. Mais je m'inscris quand même dans cette question. Voilà. Donc c'est vrai. Donc Jean-Louis Debré a convenu pendant son mandat municipal que la salle des musiques actuelles devait se faire. Ça n'a jamais fait l'objet, et José Lahaye, j'imagine, ne me contredira pas de ce côté-là, ça n'avait jamais fait l'objet dans la campagne municipale de 2001, quelles que soient les listes qui avaient été constituées, d'engagement des uns et des autres. C'est un dossier qui est arrivé en cours de mandat, sur lequel Jean-Louis Debré a répondu présent en disant « je vais la faire ». Bon. Les études ont été menées sur l'emplacement. Je ne reviens pas sur l'épisode du centre Tilly, qui a été, je dirais, retenu dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on a retenu, via les études de situation de site, le site du Bel-et-Bas. Là où, en revanche, je ne rejoins pas les choix qui ont été faits depuis 2008, c'est sur une extension à travers une scène extérieure, de cette SMAC. D'abord, on a repris c'est toujours le même bureau d'études qui travaille sur le dossier. Bon. Donc ça prouve que tout n'était pas si mauvais que ça, tout compte fait dans ce qui s'est passé auparavant. Ceci étant, le fait d'inscrire une scène extérieure en plus sur le Bel-et-Bas, alors qu'on a fait le choix dès le départ de dire on va construire cette salle de musique actuelle en centre-ville, en hyper centre-ville. Là-dessus, je peux pas suivre cette option qui a été retenue, parce que on peut pas, vis-à-vis des riverains, opposer un projet comme celui-ci. En plus, ça donne une dimension intergénérationnelle qui peuvent s'opposer, c'est stupide. Et
Et on peut pas construire un équipement aussi important contre des riverains, contre des habitants qui sont là depuis un certain nombre d'années et qui automatiquement ont un cadre de vie qu'ils connaissent. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, et là où je rejoins cette interpellation, c'est de dire, d'abord, en Normandie, qu'on le veuille ou non, automatiquement, on a des journées d'ensoleillement qui sont ce qu'elles sont. Hein. Je vois pas comment toute l'année on va pouvoir amortir, entre guillemets, ce type d'équipement en extérieur. Donc, je suis pas sûr, je suis même complètement convaincu que le jeu n'envoie pas la chandelle. Surtout qu'il y a un surcoût qui est bien évidemment important. Alors, José Lahaye, ce dossier-là, non mais c'est important, ce dossier-là, ça me fait. Vous l'avez pris à bras le corps. On l'a pris. Juste introduire votre intervention, si vous le voulez bien. C'est un dossier que vous avez pris. J'essaye de pas être trop long. Non, mais il n'y a pas de souci, vous avez le temps après. C'est un dossier que la majorité, et vous également faisant partie de la majorité, c'est un dossier que vous avez pris à bras le corps parce qu'il répond à un véritable besoin, parce qu'il répond également à l'attractivité du territoire. Est-ce que demain vous n'êtes pas inquiet de mécontenter finalement une partie des riverains qui sont aussi des électeurs potentiels sur ce canton? Il n'est nul sourd qui ne veut pas entendre, parce que depuis le début, la première des choses, c'est que la SMAC a manqué de capoter. Il a fallu vraiment toute la pugnacité des associations qu'il soutenait pour que ça puisse se faire et se faire financer. Parce que autant que Michel Debré, j'ai un trou de mémoire. Autant que Jean-Louis Debré, parce que Jean-Louis Debré a été acteur, que notre Nicolas l'avait quand même plombé. Donc on l'a remise. Maintenant, le concept architectural, et on le répète, ce n'est pas une scène extérieure. Je sais pas comment on peut le dire, l'écrire, le projeter. Là, c'est important de le dire. C'est pas une scène extérieure, c'est sur le pré du Bel et Bas. Ça veut dire que c'est un endroit festif où se passe énormément de choses, et c'est le but de ce pré, et de le garder d'ailleurs le plus possible en pré, et éviter de le bétonner partout. Ça, c'est une première des choses. Ça, c'est notre conception à nous. C'est votre fibre écologique. Voilà. Je rappelle, c'est un concept architectural qu'il fait un cube. En aucun cas, ça ne sera utilisé, même si on fait 3-4 fois par an. Mon concurrent dit, vous-même vous dites, à cause du temps. C'est pas du tout ça. Non, moi, c'est une question que je pose. C'est absolument, comment vous dire, absolument pas dans les tuyaux, ni de l'association qui va le prendre en compte, et c'est pas une nécessité. Alors naturellement, il y a pas mal de spectacles avec la salle des sports à côté, etc. Donc il faut arrêter, quoi. On leur a dit, on leur a expliqué. Alors quand vous dites des hébroïciens depuis longtemps, je regardais, j'ai rien contre les gens de Victor Hugo, loin de là, parce que c'est toute association de respectables, mais il y a beaucoup de néo-parisiens et autres. Ils viennent, tant mieux, mais il y a quand même une culture. Le centre-ville, il doit vivre. Et si on fait rien au centre-ville, je parle pas des spectacles extérieurs, je parle la nouvelle salle, la SMAC, va être importante parce qu'il y a quand même une tradition rock sur Évreux, des groupes, etc. Je rappelle que quand même quasiment toutes les associations ont un studio d'enregistrement, et que dans cette SMAC, il n'y aura pas la salle extérieure Epsilon, ça sera avant tout une salle de plus de 300 places, et des studios, et des appartements pour, on appelle ça relais, autrement je me rappelle plus, mais disons que ça va donner quand même une dimension culturelle, et inciter au niveau du rock, de musique actuelle, etc. Ça va permettre de booster. Et moi je dis, si on la faisait pas là, les restaurateurs, les hôtels, etc. C'est aussi le truc. Et puis l'activité culturelle. On est enserré entre Paris, Rouen et Caen. Il faut, je parle pas du Havre, et si on travaille pas pour que Évreux vive, la SMAC, c'était un projet que moi j'ai toujours soutenu, d'où qu'il vienne, c'est clair. Mais je répète quand même, nul sourd veut pas entendre, c'est quand même, allons au maximum, 5-6 spectacles et encore, peut-être par an, mais hors de question, c'est un concept architectural. Comment elle s'appelle, madame la secrétaire, la maire adjointe à la culture l'a répété, Catherine Caillat l'a répété encore aux journalistes et aux gens, et ça passe pas, ils comprennent pas. En plus, ce n'est pas possible. L'équipement, on va dire,
sonore ne pourra pas le permettre. On pourra faire des spectacles, et bon, c'est surtout un patio où les gens pourra, comme il y a un petit bar en dessous, venir s'étendre. Je crois que là vous avez été très clair, et je pense que vous dites que il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je pense que les gens ont entendu. Bon, vous avez convaincu, les internautes en décideront. Troisième et dernier dossier, si vous le voulez bien, concerne les usines de Navarre. Donc, comme son nom l'indique, sur le quartier de Navarre, un projet important, un projet d'éco-quartier. Sur les friches des usines de Navarre, pardon, j'ai du mal. Donc ces usines ont été fermées dans les années 2000, début des années 2000. Demain, vous êtes conseiller général du canton Ouest, José Lahaye. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment gérer finalement une offre locative importante avec grosso modo plus de 1000 personnes qui viendront s'installer sur cet écoquartier, en termes d'infrastructure, en termes de transport. Comment vous envisagez finalement cet écoquartier, et puis comment vous envisagez aussi les friches, puisque c'est qu'une partie de cet écoquartier. Donc les friches par la suite, quel projet ou quel regard le département peut-il poser sur ces friches qui seront vacantes? La première des choses, c'est qui est propriétaire. Donc bon, c'est ADN, propriétaire des 13 hectares. Il veut en construire sur 3 hectares, il restera 9 hectares, puis sa petite broutille, mais ça, on va pas parler de... Ils sont pas propriétaires de l'eau, hein, il y a le canal, mais le canal, ils nous le rétréciront. Première chose, c'est la dépollution. La dépollution, c'est la première des choses que... c'est une usine qui a vécu plus de 100 ans. Je rappelle quand même que cette usine aurait pu être sauvée à une